Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à ceux qui arrivent dans ce live. Merci de vous connecter. Merci de partager aussi massivement. Alors, je vais être distrait. Installez-vous, partagez. On va passer un bon petit moment. La dernière fois, je vous avais fait un live très intéressant sur l'Afrique du Sud. Vous savez que je suis un grand passionné, n'est-ce pas, de ce beau pays d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, je crois que je vous avais parlé de cet ouvrage très intéressant, n'est-ce pas? C'est certes volumineux, mais en même temps, c'est très riche. Celui-ci également, il est aussi très très volumineux, mais en version poche, donc c'est des ouvrages super intéressants. Pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique en général et du monde noir, moi je n'ai pas de limite. J'étudie tout ce qui est Afrique, même les peuples africains qui sont dans les Caraïbes m'intéressent. Par exemple, j'aime beaucoup parler avec beaucoup de passion des peuples Garifuna, par exemple, les peuples Matar los Indios, les peuples, tous ces descendants d'Africains déportés dans le Nouveau Monde. Donc voilà, c'est une grande passion. Et donc, je vous invite à partager massivement. Je vous invite, nous sommes, merci Jérès Djacho. Donc, merci de partager, hein, merci d'inviter les autres. C'est un dimanche. Posé, je vais faire un petit live maximum, je crois, de 1 heure. Je vais faire peut-être un autre après de juste 30 minutes avant de courir. Je m'en vais au D0. C'est pas 2-0, c'est D0, donc division 0. Les Camerounais ils disent toujours 2-0. Je m'en vais au 2. Alors, j'ai titré ce live ce que les Camerounais doivent apprendre des luttes sud-africaines parce que c'est très important. Je vous disais la dernière fois, il y a ce rapprochement entre les luttes sud-africaines et celles camerounaises. Mais comme l'une a précédé l'autre, on devrait apprendre, n'est-ce pas, des erreurs des Sud-Africains parce que les erreurs, ils en ont commis. Et on devrait apprendre de cela. Et je vais aller peut-être pas dans, oui, en suivant un certain ordre quand même. Je voulais rappeler ici que la dernière fois, je faisais le live, je vais dire, où je rappelais quand même qu'il y avait une similitude entre les luttes menées par Nelson Mandela et Maurice Kamto au Cameroun. Le premier point, je vous parlais de quelqu'un de très très patriote et c'est le cas de Nelson Mandela qui était un très grand patriote. Maurice Kamto au Cameroun se bat pour que le Cameroun ne perde pas un bout de ses terres. Et c'est d'ailleurs pour ça que Maurice Kamto s'est battu pendant pratiquement 20 ans, n'est-ce pas? Pour que Bakassi, qui est notre terre, soit retrocédé au Cameroun. Même si depuis que le Bakassi a été retrocédé au Cameroun officiellement, il y a beaucoup d'erreurs derrière parce que nos dirigeants ne font pas ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose à faire qui est très simple quand on récupère un bout de son territoire. On construit des maisons, on construit des commerces, on construit des villages, on crée des activités pour pousser les populations à aller occuper ces terres. On l'administre et on met une présence policière pour prouver aux gens que non, effectivement, c'est désormais le Cameroun. Vous êtes en sécurité ici. Ici, vous êtes chez vous. Mais depuis qu'on a retrocédé Bakassi au Cameroun,
L'État n'a rien fait là-bas. Résultat, on dit que c'est le Cameroun. 80% des populations qui sont à Bakassi sont des Nigérians qui ont des passeports nigérians, des pièces d'identité nigérianes. Ils ne se sentent pas camerounais. Et ils sont sur ces terres-là. Voilà là où l'État voyou du Cameroun nous a amenés. Vous comprenez? Donc, Maurice Kamto, sur ce point-là, rejoint complètement Nelson Mandela qui ne veut pas que l'Afrique se divise. Que son pays, l'Afrique du Sud, soit morcelé. Parce qu'il y avait ceux qui étaient pour la création des Bantoustans, à ne pas confondre ici avec les townships. Je reviendrai certainement dessus. Maurice Kamto se bat donc, comme je disais, pour que le Cameroun soit un, qu'il ne soit pas divisé. C'est pour ça d'ailleurs que Maurice Kamto a des problèmes avec certains anglophones qui estiment peut-être que Kamto a tort. Hein. Ils estiment que Kamto ne les soutient pas dans leur lutte. Parce que Maurice Kamto ne peut pas en même temps se battre pour la rétrocession et le contrôle total du territoire camerounais. Voilà le genre de profil que j'attendais. J'entends encore quelqu'un met ici justice pour les mots, il est bloqué directement, comme anglais facile que je viens de virer. Mettez là justice pour les mots, vous êtes viré. Donc Maurice Kamto ne peut pas en même temps se battre pour la rétrocession de Bakassi et plus tard s'engager dans une lutte qui va diviser le même Cameroun, c'est-à-dire en soutenant nos frères ambazoniens qui veulent créer leur propre État. Voilà où se situe le problème. Donc sur ce point-là, Maurice Kamto rejoint complètement Nelson Mandela, qui se battait pour la création d'un État arc-en-ciel. État arc-en-ciel ici qui vient du prêtre anglican Desmond Tutu, qui d'ailleurs au soir de sa vie ne s'entendait même pas avec Mandela. La preuve, il ne viendra même pas aux obsèques de Mandela. Il va attendre quelques temps après et il va prendre un avion, il va se rendre sur la tombe de Mandela pour se recueillir. Parce que dans les négociations de dernière minute pour la pacification de tout le pays, Mandela n'a pas trahi comme certains ont dit, mais Mandela a fait beaucoup de concessions. Et à un certain moment, pour certains, d'ailleurs, ce n'était pas acceptable, comme d'ailleurs le fait d'accepter, de présenter les Sud-Africains qui se battaient contre l'apartheid comme étant des gens qui ont commis des crimes. Raison pour laquelle l'un des présidents, qui est Thabo Mbeki, qui disait non, ce n'est pas normal, je ne peux pas considérer cela comme un crime. Pourquoi? Parce que j'étais sur mon territoire, je n'ai rien demandé, mais c'est l'ennemi et c'est l'ennemi qui est venu m'agresser. Donc j'étais en légitime défense. Donc Maurice Kamto à ce niveau-là rejoint complètement Nelson Mandela, qui ne voulait pas des Bantoustans, c'est-à-dire ces micro-États à côté des États qui étaient contrôlés par de la minorité blanche, que eux-mêmes d'ailleurs appelaient l'Afrique, ils appelaient l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que tu as les descendants d'Allemands et de Hollandais et tout ça, de tous ces descendants-là qui ont créé leur ville. Ils avaient l'État orange par exemple, ils avaient l'État orange par exemple, l'autre, les Anglais qui étaient beaucoup plus dans la région du Cap, vous voyez, et à côté de cela, les Français également qui étaient un peu sur le territoire un peu dispatché, mais qui avaient également créé une ville qu'on appelle Franschhoek. Et ici, cette ville-là est créée par des descendants de Huguenots qui étaient arrivés en Afrique du Sud après l'édit de Nantes, qui chassaient à cette époque-là, qui persécutaient à cette époque ceux-là, les Huguenots qui se sont donc retrouvés en Afrique du Sud, une bonne partie d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose de super intéressant dans la mesure où ils se rejoignent à ce niveau-là. Il y avait donc plusieurs Bantoustans, je crois normalement 10 Bantoustans, mais les Bantoustans les plus connus. Il y avait le KwaZulu-Natal, qui avait à sa tête celui-là qui avait porté les armes, pas contre les Blancs forcément, mais contre ses propres frères. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu plusieurs luttes en Afrique du Sud, notamment des luttes tribales, ce que Kamto évite au Cameroun. Donc, celui qui s'appelle, celui qui était donc le dirigeant de ce Bantoustan qu'on appelle le KwaZulu-Natal, Mangosuthu Buthelezi,
va porter les armes avec son organisation, le Inkatha Freedom Fighters, pour lutter, n'est-ce pas, contre, pousser ses frères à attaquer les Kossa. Les Kossa ici qui sont de l'ethnie de Nelson Mandela, de Thabo Mbeki, les Govan Mbeki et autres. Son père, Govan Mbeki, qui était un autre grand combattant. Avec aussi celui qu'on appelait... le nom me reviendra. Comment ça s'appelait? Le nom me reviendra. Voilà. Donc, il y avait l'État du KwaZulu-Natal, il y avait l'État du Transkei, le Bantoustan, je vais dire, du Transkei, qui était dirigé par Justice Matanzima, qu'on appelle le Kaiser. Et Justice Matanzima ici, c'est qui? C'est tout simplement le neveu de Nelson Mandela. Donc, lui, Justice et George Matanzima, les deux, vont collaborer avec les Blancs colons pour créer et diriger, n'est-ce pas, ce Bantoustan qui leur avait été confié par des Occidentaux. Donc, voilà la trahison donc interne. Et Mandela se battait contre cette trahison interne. Donc, vous avez le KwaZulu-Natal, vous avez celui qu'on appelait Lucas Mangopé. Lucas Mangopé qui dirigeait le Bantoustan du Bofu-Tatsoana. Vous avez également d'autres Bantoustans comme ça. On avait mis à la tête de ces gens-là les traîtres qui avaient accepté de collaborer pour que l'Afrique du Sud soit partitionnée. Et Mandela s'est battu toute sa vie pour que l'Afrique du Sud ne soit pas divisée. Parce que la division, c'est quelque chose qui nous affaiblit. Regardez aujourd'hui le Soudan divisé en deux. Regardez le Cameroun qui veut se diviser. Et regardez tous ces pays africains-là qui se battent pour la scission totale. Regardez, heureusement qu'Abiy Ahmed a fait le travail qu'il fallait en Éthiopie. Sinon, on serait aujourd'hui avec un État complètement inutile qui s'appelle le Tigré. Déjà que l'ancien, pour couper l'accès à la mer à l'Éthiopie, on a créé un État qui s'appelle l'Érythrée. Mais l'Érythrée n'est rien d'autre que l'Afrique du Sud. Mais il fallait empêcher un grand pays qui s'appelle l'Éthiopie d'avoir accès à la mer. Partagez, écrivez Good Life, partagez. Voilà, partagez tout simplement. Vous partagez, vous écrivez Good Life, vous tapotez et tout. Donc, partagez et invitez les autres. Donc, à ce niveau-là, ils se rejoignent. Vous voyez, donc Mandela non seulement devrait mener la lutte contre les Blancs, il devait mener la lutte contre les gens de sa propre famille qui ont décidé d'embrasser l'ennemi. Il devait maintenir les populations, par exemple, de sa tribu pour éviter qu'elles affrontent. Qu'elles affrontent celles d'à côté. C'est-à-dire que les luttes multiples entre les Kossa, les Zoulous qui attaquaient les Kossa qui répliquaient. Ça a d'ailleurs fait beaucoup de morts en Afrique du Sud. Donc finalement, les Noirs se sont battus entre eux dans les luttes tribales. Il y a eu finalement plus de morts dans les luttes tribales que de Noirs morts parce qu'ils affrontaient les Blancs. C'est ce qui est triste finalement. Certains Zoulous s'attaquaient à leurs propres frères Zoulous qui avaient décidé d'être dans l'ANC, qui étaient pour eux considérés comme des traîtres. Donc certains Zoulous extrémistes estiment que du moment où tu as rejoint l'ANC qui est réputé être un parti Kossa d'après eux, n'est-ce pas, qui est un parti Kossa d'après eux parce que Mandela est Kossa, ceux-là étaient considérés comme des traîtres et ils étaient brûlés vifs. Ils subissaient ce qu'on appelle le supplies of necklacing. Comme vous voyez dans les rues encore au Cameroun récemment, dans le Grand Nord, on a pris 2 chercheurs, des docteurs, qui sont soupçonnés d'être des Boko Haram. On les a tabassés, jetés au sol. On a pris le pneu, on a mis sur leur tête, on a versé le carburant et on a brûlé. C'est comme ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec l'article 125, pétrole 100 francs, allumettes 25, et on mettait des pneus, on brûlait des gens vifs. Le supplies of necklacing, le supplice du pneu. Des choses comme ça se sont passées en Afrique du Sud. Et les Camerounais doivent apprendre de ces expériences malheureuses pour pas que ça se répète sur le continent africain, que ça se répète au Cameroun, parce que si ça se répète sur notre territoire, ça sera quelque chose de très grave. Donc il va falloir travailler à ce niveau-là pour mettre les Camerounais ensemble. Il va falloir faire en sorte qu'il y ait cet idéal-là, qu'on embrasse cet idéal commun camerounais, ce rêve camerounais.
et non être dans des divisions comme on voit des gens proposer le tribalisme communautaire, chacun doit être dans son village, chacun, voilà. Donc à ce niveau-là, ils se rejoignent. Sur beaucoup de points d'ailleurs. J'ai développé ça dans une autre vidéo la dernière fois. Partagez, n'oubliez pas, invitez les autres, partagez, invitez les autres. Donc, il y a un problème très important ici qui a été résolu en Afrique du Sud. Les dirigeants sud-africains, quand ils prennent l'indépendance, je vais dire à la fin de l'apartheid, ils se mettent ensemble pour se dire, ok, il va falloir valoriser les langues locales. Alors, quelles sont les langues locales les plus connues, les plus usitées? On a le Zoulou, on a le Kosa, on a le Sesotho, on a le Sipedi, on a l'anglais, on a l'Afrikaans, on a le Venda. Il y a plusieurs langues en Afrique du Sud. Et en tout, ils ont donc décidé de retenir 11 langues qui sont devenues des langues officielles. 11 langues. Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. Vous voyez que ça peut se faire. Et je rappelle que sur le plan de la division tribale, le plan de cette pluralité au niveau des tribus, l'Afrique du Sud est au même niveau que le Cameroun. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que le Cameroun est trop divisé entre tribus. Quand on raconte cette chimère de 250 ethnies, ça n'existe nulle part au Cameroun. Si on fait un travail sérieux, justement, le but c'est de diviser les Camerounais, c'est de croire qu'on est différent. Mais en réalité, on se rejoint sur beaucoup de choses. Il n'y a pas 250 ethnies au Cameroun. Vous ne m'entendrez pas sortir des conneries comme ça de ma bouche, peut-être avant, quand je n'étais pas suffisamment prêt sur le plan intellectuel. J'ai fait des efforts, j'ai beaucoup appris. Et j'ai compris que c'est une chimère, tout simplement. Il ne peut pas y avoir 250 ethnies au Cameroun. Quelqu'un qui parle, par exemple, quelqu'un qui parle le Ngumba, il est Bansoa, Bamedjou, Bameka, Bamungum, Bafunda. Il faut savoir que tout ça, c'est les mêmes langues. Ben, tu vas voir dans les divisions, les gens vont considérer cela comme une tribu à part, une ethnie à part, je ne sais pas trop quoi. Ça n'a aucun sens. Quand vous réunissez tous, quand vous mettez ensemble, quand vous faites un travail sérieux sur ce plan-là, au Cameroun, vous avez maximum 40 à 45 tribus. Tout au plus 50 tribus. Salut la brave Sonia, brave combattante. J'espère que tu vas bien. Salut également ta sœur, la Tontina de Boulou. Je vous adore. Vous voyez, le Cameroun a fait ce travail, l'Afrique du Sud a fait ce travail formidable avec 11 langues pratiquement. Et il y a même la 12e langue qui est réclamée et qui bientôt entrera dans cette longue liste-là, qui est la langue des signes. Quand vous voyez souvent à la télé, quelqu'un qui parle au journal télévisé, il y a quelqu'un en bas qui fait des trucs comme ça. C'est la langue des signes. Ils sont sur le point d'adopter cela en Afrique du Sud, pendant que nous, au Cameroun, on est divisé sur des histoires de tel parle le tout des quand c'est sa langue, l'autre parle, on ne veut pas, les Bamileke rentrent au Soudan, on ne se mélange pas à vous. Et donc ceux-là qui ont été, comme récemment, je ne sais pas qui les finance, ils étaient dans une sorte d'alliance entre les peuples Sawa et les peuples Ekambeti pour combattre le Bamileke. Mais depuis peut-être 2 semaines comme ça s'est complètement gâté entre eux. Il y a un camp maintenant des Bassa avec Amé Kamé qui accuse les Ekans d'avoir mangé tout seul sans inviter les Bassa au festin. De l'autre côté maintenant, il y a Afana qui s'est retourné contre ses propres frères Ekans et qui tient un tout autre discours. Avec Maud, ils sont considérés comme maintenant les ratés de la maison. Ils ont été chassés du... C'est tellement drôle ces choses-là. Ils se sont mis ensemble juste pour détester le Bamileke. Il n'y avait rien au fond. Et du jour au lendemain, tout ça s'est effrité, ça a explosé en l'air, tout simplement. Et là, maintenant, allez suivre dans les... Ahmed Kamel est en train de clasher avec Pati Eba. Ils sont en train de s'insulter. Les Bassa ne sont pas vos esclaves. Nous, on n'est plus avec vous. Battez-vous là-bas. Les camps aussi qui insultent. Vous êtes des esclaves des Bamileke. Les Bamileke vous ont entubé dans le maquis. Ils sont devenus riches. Vous êtes devenus pauvres. Voilà. Je vous invite toujours à aller suivre. Pourquoi? Parce que c'est important de se rendre compte de la bêtise camerounaise. De la bêtise camerounaise. Donc, ils ont fait cet effort-là au niveau de leur pays.
Pourquoi au Cameroun, on ne peut pas faire pareil? C'est à nous de nous mettre au travail. Vous voyez? C'est possible de le faire au Cameroun. En pays bamileke, je ne pense pas qu'il y ait peut-être 2, 3, 4 langues différentes en pays bamileke. Même si on prenait 5 en pays bamileke, on dit, ok, peut-être il y a 5 langues. Si on prend en pays Sawa, par exemple, 4, 5 langues. S'il y a le Douala, par exemple, le Bassa, si on prend le Bassa d'un autre côté, on prend les langues, par exemple, les Abor qui parlent le Abor, les Mbonken, tout ça, ils ne sont pas nombreux. Les Bafounes de chez nous, là, les Bafounes, quand Wes Madiko chante là, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'il chante. Salut, camarade Kambo à la Panthère. Beaucoup ne comprennent même pas. Mais tout au plus au Cameroun, on aura dans les 5, puisque tout ça, c'est des grands groupes en fait. Un Bangante, quand il parle, un Bafoussam comprend, un Bafoussam parle, un Tchang comprend, un Tchang parle, je ne sais pas, le Bafang comprend. Il suffit d'être bien formé. Si tu maîtrises bien une langue, tu comprends tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a à dire au Cameroun qu'il y a 250 ethnies? C'est une aberration. Partageons le live, partageons. Donc, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est très important pour comprendre la lutte que nous menons au Cameroun. Éviter les divisions tribales, travailler sur les langues nationales. D'ailleurs, ça fait partie du programme de MRC de créer une langue camerounaise. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça reste possible. Il faut rappeler qu'au Congo, le grand Congo, de ce qui a 120 millions d'habitants aujourd'hui, chacun parlait sa langue au Congo. Quand vous voyez les Congolais tous ensemble aujourd'hui qui parlent une seule langue qui s'appelle le Lingala, qui est d'ailleurs une langue des populations minoritaires au Congo, parce que les populations Lingala là-bas, de leur région, là, ils ne sont même pas nombreux. Mais c'est cette langue finalement qui a été érigée au rang de langue nationale et qui s'est finalement imposée dans tout le Congo. Congo même d'à côté, Congo-Brazzaville, même une partie de l'Angola, parce qu'on parle aussi Lingala en Angola. L'Angola n'est rien d'autre que l'ancien Congo, qui a été divisé en 3 pays. N'est-ce pas? Et même jusqu'au Soudan, on parle Lingala. Il faut savoir que le Soudan est voisin du Congo. Dans la partie sud, du Soudan, vous avez des Soudanais qui parlent Lingala. Vous avez d'autres qui parlent Swahili et autres. Vous voyez? Donc, je passe donc sur la question des langues. Il va falloir donc travailler dessus. C'est pour ça que l'Afrique du Sud, c'est quelque chose de très passionnant. Très, très passionnant. Et quand je lis, plus je travaille sur l'Afrique du Sud, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a certaines choses d'ailleurs qu'on aurait pu éviter dans notre pays. On aurait pu faire beaucoup de choses. Donc, on va parler ici en deuxième point. Je ne vais pas tout vous donner tous les détails pour ceux qui sont intéressés, s'ils veulent en savoir plus. Ils peuvent étudier l'Afrique. Ils peuvent prendre ça comme sujet d'étude. C'est mon cas, par exemple. J'aime bien, je suis passionné. J'espère que quand ils vont remettre mon passeport, je vais aller là-bas. Oui, je sais que tout le monde ne parle pas Lingala au Congo. Mais la grande partie du Congo parle Lingala. Je sais qu'il y a le Swahili au Congo. Et je rappelle que même ceux qui sont swahiliphones, ils parlent aussi Lingala. Ils sont nombreux d'ailleurs. Mais ceux qui sont Lingala, ceux qui parlent Lingala, ne parlent pas forcément Swahili. Mais ceux même qui sont swahiliphones, eux, ils parlent Lingala. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là parce que ce n'est pas le but du sujet. En fait, le but, c'est de revenir sur l'Afrique du Sud et montrer en fait quelques similitudes avec le combat camerounais et aussi certains idéaux portés par Maurice Kamto. J'ai déjà détaillé ça dans un autre live. Donc, voilà. On va donc continuer. Alors, on va se poser une question et ça fait partie de nos faiblesses en tant que peuple. En tant que peuple. Je vais lire une partie ici qui est une partie très intéressante. Je vais à la page, par exemple, 19.
l'Afrique du Sud, une superficie d'1 221 000 km². Vous voyez que, même en termes de démographie, pour un pays qui a 1 221 000 km², l'Afrique du Sud a à peine 55 millions d'habitants. C'est très très peu. Donc c'est très peu. Il y a des endroits en Afrique du Sud, ça fait 50 ans, aucun humain n'y a mis pied. Le pays est très vaste pour une population qui est très très peu. C'est pour ça que je dis même pour le Cameroun, on se bat pour rien. Un pays qui a 475 442 km², les Camerounais se font la guerre pour ces quelques petits mètres carrés. Justement parce que le système n'a pas travaillé à élargir, à développer des zones beaucoup plus grandes. On s'est cantonné sur le Douala-Yaoundé. Et même si on prend Douala-Yaoundé, il y a tellement d'espace. On est feignant. On ne travaille pas, on ne cultive pas, on ne fait rien. Même les enfants, c'est la chose la plus facile. On est feignant, on n'arrive pas à faire des enfants. Nos soeurs sont là, même les enceintes, ça nous dépasse. 475 000 km² le Cameroun. Et tu as à peine 30 millions d'habitants. Ça veut dire que le Cameroun n'occupe même pas les 20%, totalement, les 20% même de son territoire. La grande partie du Cameroun est dans la brousse. Et les gens ont faim. Faites le tour de l'Europe, partout où vous allez marcher, même au Maghreb où j'étais, vous n'allez pas voir un seul espace de terre qui n'est pas cultivé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tu vas faire un voyage de Nador, je ne sais pas, pour Oujda, de Nador pour Essaouira, partout où tu iras, quand tu traverses, tu vois des espaces de terre. Ces espaces de terre-là sont occupés, sont cultivés. Soit c'est du foin, soit c'est des patates, soit c'est des tomates, c'est des légumes et fruits. Ils sont tout le temps en train de cuisiner. Vous qui voyagez en Europe ici, vous êtes assis par exemple dans le train, en allant d'une ville à l'autre, vous avez vu les espaces de terre, la brousse qu'on ne cultive pas, des zones inexploitées. Même si vous voyez des arbres, ce sont des arbres qui ont été plantés exprès, c'est de l'arboriculture. Ils savent qu'ils ont besoin de ces essences-là pour transformer et ils les remplacent. Mais vous avez 475 000 km², les gens se font la guerre complètement, de façon complètement bête, quoi. Des guerres inutiles, alors que le pays est vaste, sauf qu'on n'a pas développé. On n'a pas mis les infrastructures routières pour permettre aux Camerounais de se rencontrer, de mieux se connaître. Quelqu'un est en Bouddha, quelqu'un est à Fumban, s'il monte juste comme ça, il tombe directement dans le Grand Nord, en Gaoundéré. Mais sauf que pour aller là-bas, il faut qu'il rentre d'abord Bafoussam. Bafoussam, tu vas à Yaoundé. Yaoundé, tu reprends le train pour remonter. Parce qu'on n'a pas développé les routes. Si on avait mis l'autoroute entre l'ouest et Ngaoundéré, on aurait permis aux populations de là de mieux circuler et de mieux se connaître. C'est pour ça que le sudiste ne connaît pas le nordiste. C'est pour ça que le nordiste ne connaît pas le sudiste camerounais. Il y a un effort à faire à ce niveau et l'État doit prendre ses responsabilités. Bonjour Pierre Gaëtan Gankan. Donc, je disais qu'on est des feignants. Même pour accoucher, faire des enfants, on est incapable. Si on a 475 000 km², on n'a que 30 millions d'habitants au Cameroun, on ne travaille pas suffisamment. On ne travaille pas suffisamment, on se fait la guerre pour rien. Il y a des espaces de terre partout. Si vous prenez l'exemple de l'Europe, partout où tu voyages, tu vois les espaces de terre qui sont occupés. Les gens cultivent tous les jours. On a les terres chez nous, mais on a faim. Bonjour à mes amis de TikTok, bonjour à mes amis de Facebook qui se connectent. Donc, il y a une partie très intéressante ici. Notons qu'il existe aussi deux pays indépendants qui se trouvent à l'intérieur ou en bordure du pays. Donc, l'exemple ici à l'intérieur de l'Afrique du Sud, vous avez le Lesotho. Mais le Lesotho est un royaume indépendant depuis 1966. Il est complètement entouré par l'Afrique du Sud et ses 2 millions d'habitants. Les Basuto dépendent d'elle économiquement. À l'est, le royaume des Swatini, l'ancien Swaziland, le changement de nom date de du 19 avril 2018, est indépendant. Depuis 1968, il abrite 1,5 million de Swatini. Alors, je voulais vous prendre un exemple très intéressant.
vais vous prendre un exemple ici très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut voir, l'exemple concerne ici la résistance. Vous voyez? Comment ils ont pu résister? C'est quelque chose d'impressionnant. Impressionnant, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont ultra minoritaires, mais ils arrivent quand même à se maintenir. Vous voyez? On va aller à la page... Je vous donne juste quelques petits éléments. Pour ceux qui sont intéressés, c'est pas le bon endroit. Je ne peux pas tout vous donner, je veux dire. Donc, si vous voulez vous-même faire vos propres recherches et tout, c'est le moment. Voilà, si vous voulez acheter par exemple des bouquins, vous prenez les titres et puis vous allez vous-même. Ils disent ici, il ne faut toutefois guère qu'une trentaine d'années pour que la compagnie ne réalise en 1685, parce que la minorité blanche d'Afrique du Sud s'est installée en 1652 avec l'arrivée de Van Jean Riebeeck qui s'était installé, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud à cette époque c'est juste une zone de transit. Les Occidentaux ne s'étaient pas encore installés en Afrique du Sud. Je vous ai cité les grands groupes qui se sont installés et les villes qu'ils ont créées finalement. Même s'il y avait déjà, c'était des villages éparses sud-africains et aussi des villes, parce que cette zone-là, notamment dans la région du Limpopo, c'est l'ancien royaume qu'on appelle le royaume du Mpumalanga, qui est d'ailleurs un royaume qui a précédé l'Égypte antique. Parce que quand on parle d'Égypte antique, on cite l'Égypte antique beaucoup, d'accord, mais l'Égypte antique, il faut bien préciser que c'est l'aboutissement ou la civilisation la plus élaborée de toutes les civilisations africaines. Mais cette civilisation a été précédée d'autres civilisations africaines, notamment celle de Mpumalanga, pratiquement 40 à 50 000 ans avant celle, n'est-ce pas, égyptienne. Vous voyez? Le règne le plus long, bien sûr, ça reste l'Égypte antique. La civilisation la plus élaborée, la plus connue aujourd'hui, c'est certes l'Égypte antique ou l'Égypte négro-africaine, mais il y a eu avant cela, quand on parle d'ailleurs du peuplement du continent africain, ça parle de la vallée de l'Omo, du moins en ce qui concerne ce qui a été produit jusqu'ici, au stade de la... comment dire ça, il y a une expression au stade actuel des connaissances de ces grands chercheurs. Il n'y a pas eu de nouveauté en tout cas. Les recherches se poursuivent. Peut-être plus tard, on va découvrir autre chose. Voilà. Donc, je reviens à la page 67 ici. Ils arrivent, ils ne sont pas nombreux. Hein, ils sont au nombre de 100. 200, 300. Ils prennent les bateaux. À l'époque, ils n'ont pas la parfaite maîtrise. Que ce soit des bateaux, que ce soit de la navigation en général, parlons de la maîtrise de la navigation, ils vont se noyer pour la plupart, et ceux qui vont suivre vont arriver en Afrique du Sud au nombre de 130. Et il y aura la création donc, avant cela, leur installation en 1602, de l'entreprise qu'on appelle VOC, qui est la toute première multinationale occidentale de l'histoire. Et elle était basée sur quoi? Sur la vente des esclaves. Et c'est sur cette vente des esclaves que cette entreprise, cette multinationale a fait fortune. Et même plus tard, on découvrira que plusieurs intellectuels, ceux qui se sont fait beaucoup d'argent, investissaient dans cette compagnie. La compagnie des Indes orientales, pour citer, n'est-ce pas? Pour la citer. Donc voilà. Il ne faut toutefois guère qu'une trentaine d'années pour que la compagnie ne réalise en 1685 le danger du métissage pour une petite communauté européenne qui ne serait plus blanche et finisse par interdire les mariages entre blancs et khoisan, autorisant seulement ceux
avec des femmes métisses afin d'absorber les enfants dans la société coloniale. Ils auraient alors 3/4 de sang blanc et leur origine africaine pourrait ainsi s'effacer avec le temps. Je ne sais pas si les gens comprennent à quel niveau, mais non seulement c'est être suicidaire, mais c'est d'un courage inimaginable. Ils vont arriver pas nombreux, au nombre de 200 comme ça, 300 ils vont partir, je vais dire, il y a 130 qui vont survivre. Et au bout de quelques mois encore, parce que les Occidentaux qui arrivent en Afrique ne maîtrisent pas encore le continent, certains vont mourir des maladies nouvelles qu'ils vont découvrir. Étant là-bas, le climat, il y a beaucoup d'animaux sauvages, certains vont se faire bouffer. Et dans un premier temps, la tactique, c'était de créer une sorte d'amitié, une sorte de fraternité avec les populations autochtones qui étaient déjà installées là, qui sont à la base les populations, les Khoisan. Mais en réalité, les Khoisan, je vous avais dit la dernière fois, c'est un mélange. Il y a un peuple qu'on appelle les peuples Khoikhoi, qui ont les yeux un peu comme ça débridés comme Nelson Mandela, qui est lui aussi issu d'un métissage. Et il y a des populations San. Et donc, il y a des Khoikhoi et des San qu'on va mélanger finalement à force de faire ces métissages-là pour donner le peuple Khoisan. Mais Khoisan, ici, encore une fois, c'est une question de caste, comme ce fut le cas au Rwanda. Donc, on peut voir être Khoikhoi, c'est-à-dire être de ceux qui sont considérés comme des riches, et les San, les pauvres qui sont parfois des cultivateurs ou des éleveurs. On peut être aujourd'hui Khoikhoi, demain on est San, comme on peut être San aujourd'hui, demain on est Khoikhoi. Vous voyez? Et les Occidentaux qui arrivent vont se baser sur cette différence-là interne aux Africains, ces différentes castes internes pour complètement diviser, opposer et créer des guerres. C'est ce qui va se passer au Rwanda. Avec ceux qui sont Batutsi, les Bahutu, les Batutsi. On est le matin Tutsi parce que on a plusieurs vaches, on est considéré comme riche. Si du jour au lendemain tu deviens pauvre, tu es considéré comme quelqu'un qui appartient à la classe des Hutus, c'est-à-dire ceux-là qui sont des pauvres. Et le Hutu hier peut finalement se retrouver Tutsi parce qu'il a plus de vaches, il est devenu plus riche. C'est ce qui se passe au Brésil, le pays en même temps le plus métissé de la planète Terre, mais en même temps le pays le plus raciste au monde. Où vous avez des gens qui sont métis, mais ils sont comptabilisés comme, n'est-ce pas, je vais dire dans la classe des Blancs, comme les Némas. Vous voyez, par exemple, les Némas, au Brésil, ne sont pas considérés comme des Noirs. Mais ils sont dans la caste des Blancs, ils appartiennent à la caste des Blancs. Donc, c'était des exemples comme ça pour qu'on comprenne en fait à quel point ils arrivent, ils ne sont pas nombreux, et comment au fil de ces siècles-là, ils n'ont pas pu disparaître. Parce que d'autres populations, quand elles arrivent, on verse très vite dans le métissage. Et les Occidentaux, ici étant plus malins, vont faire ce qu'on appelle le génocide par dilution et par absorption des gènes. C'est-à-dire que on infiltre votre société avec le métissage. Je vais dire, eux, ils se conservent dans la société blanche. Et ceux qui vont à l'extérieur font par exemple des enfants métis, ou pour l'époque là d'ailleurs c'était des mulâtres, parce que quand on parle des mulâtres ici c'est un métissage, c'est pas le métissage en tant que tel, parce que le métissage ici par les techniciens, c'est le fruit d'un amour entre par exemple un blanc, un noir peut-être un arabe, ou je sais pas, de tous ces métissages là. Mais quand on parle de mulâtre ici c'est le fruit d'un viol, c'est-à-dire de quelque chose qui est anormal, si vous voulez. Mulâtre vient de mulet et de l'âne. Donc c'est un croisement entre l'âne et le mulet qui donne le mulâtre. Et donc comme à l'époque, la plupart de ces enfants étaient issus des viols, c'est pour ça qu'ils parlaient de mulâtre. Et donc ceux en Afrique du Sud à l'époque là, qui vont sortir de leur cadre, du cadre de leur société, de leur race, de la race blanche, quand ils vont faire des enfants avec les Noirs, ils vont donc récupérer uniquement les femmes pour la reproduction, ils vont rejeter les hommes. Ils vont récupérer les femmes, ils vont enceinter pour faire grandir la communauté et finalement, ils vont rejeter les autres. Et au fil des siècles,
c'est quelque chose quand même d'une extrême violence. Hein. C'est suicidaire parce qu'ils arrivent, ils sont ultra minoritaires. Ils arrivent à s'organiser en communauté. Certes, il y a la supériorité technologique dans la guerre qui fait complètement la différence. Ils sont déjà habitués aux armes à feu, comme les Afrikaans ou les Boers. Ils arrivent à dominer les Noirs sud-africains, à prendre les terres les plus fertiles, à avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, malgré les siècles, je dis bien, les premiers, leurs ancêtres sont arrivés en 1652. Ils n'ont pas disparu. Les Blancs se sont conservés. Or, il y a plusieurs sociétés où il y a eu des Africains à l'époque qui, au fil du temps, ont fondu dans le métissage, ils ont disparu. D'autres sont morts parce qu'ils ont été envoyés au front, comme les Buffalo Soldiers, c'est-à-dire que ces chairs à canon, quand on veut mener des guerres, on prend des peuples, nos populations noires, les plus costauds, les plus robustes, on envoie comme des chairs à canon. C'est ce qui s'est passé en Uruguay, c'est ce qui s'est passé en Argentine. Ce qui explique d'ailleurs que c'est le pays au monde, c'est les pays au monde où il y a le moins de noirs, l'Argentine et l'Uruguay. Les noirs qui étaient encore sur cette partie dans cette partie du monde ont été sacrifiés, envoyés à la guerre comme des chairs à canon. Et le peu qui était resté, quand on a donné la possibilité aux gens de se métisser, puisque c'était interdit avant, donc les noirs étaient obligés de se multiplier entre eux. Mais au fil du temps, quand ils ont l'autorisation désormais d'épouser les blanches, ils sont donc entrés dans le métissage. Et c'est comme ça qu'ils ont fondu dans le métissage progressivement. Ils ont disparu. Ça s'appelle c'est une sorte de génocide, mais sauf que c'est scientifique, c'est pensé. Les blancs sont dans les laboratoires de la géostratégie, ils pensent des choses. Le génocide par dilution et par absorption des gènes. C'est comme ça qu'on a absorbé finalement ces populations-là. Aujourd'hui, il y a à peine 1% de Noirs en Afrique, en Uruguay ou bien en Argentine. Quand vous regardez l'équipe d'Argentine en Coupe du Monde, il n'y a aucun Noir. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de Noirs d'ailleurs qui étaient pour l'Argentine parce qu'ils aiment bien Messi, contre l'équipe de France où il y a leurs frères congolais, il y a leurs frères camerounais, il y a leurs frères tchadiens. Et quand je supportais la France, ici, ils m'ont traité de vendu. Un Africain qui supporte la France. D'autres d'ailleurs me disent que le drapeau fait quoi chez moi. Les nègres, ils ont des problèmes, les nègres. Je vis en France, ça va faire plus de 12 ans bientôt. Mes enfants sont nés, ils ont grandi ici, je travaille ici. Je suis à l'aise en France. La France m'a tout donné. Donc je vais me lever un matin, je commence à cracher sur la France. Pour montrer que je suis un grand panafricaniste. Donc, ce sont des choses ça nous enseigne. Vous voyez, je vous prenais l'exemple la dernière fois des populations syro-libanaises, de l'ancêtre des descendants de Syriens et de Libanais que vous voyez aujourd'hui en Haïti. Ils y sont depuis 2 siècles. Hein. Ils y sont depuis 2 siècles. Le tout premier, quand il était arrivé, il s'amusait avec les femmes haïtiennes, mais il ne faisait pas d'enfants avec. Il allait en Syrie et au Liban chercher les femmes qu'il ramenait. Et quand il ramenait ces femmes-là, il faisait des enfants. Au fur et à mesure, dans leur communauté, ils se multipliaient. Et c'est comme ça qu'ils ont pris les monopoles aujourd'hui dans des commerces. Et vous vous demandez comment, en 2 siècles, ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas fondu dans la masse. Alors que Haïti, ça reste le pays le plus peuplé des Caraïbes, avec pratiquement 12-13 millions d'habitants. Comment ils n'ont pas fondu dans la masse? Comment ils n'ont pas été absorbés par les Noirs haïtiens? Parce que la communauté a pris conscience des dangers du métissage. Ils le savaient. Carlette Boipon, il faut juste m'écrire sur ici, hein, sur TikTok, je réponds. Comme sur Messenger ou Facebook, en tapant Bertie, le Kamit Sikadi, je réponds. Donc, ils sont arrivés et progressivement, ils ont fait venir leurs femmes, ils ont fait des enfants là-bas. Et au fil du temps, ils sont devenus une communauté forte. Pendant que chez nous, pour présenter, pour montrer qu'on est riche, montrer ces signes extérieurs de richesse, on montre les voitures, les châteaux, et à côté toujours, une belle femme blonde, parce que la beauté, elle sonne blanche.
La minorité noire qui avait fait fortune, d'ailleurs, une certaine fortune à l'époque au Portugal, cette minorité noire avait complètement disparu à cause du métissage. Vous voyez? Des blancs qui étaient pauvres ont infiltré leurs filles dans la société noire. À la fin de l'esclavage, il y a certains noirs qui avaient fait fortune au Portugal. Ils ont été infiltrés. Et finalement, en faisant des enfants blancs, métis, ces métis se sont remis avec d'autres métis et d'autres blancs. Et finalement, ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, ceux qui se retrouvent aujourd'hui au Portugal, nombreux, sont des Portugais noirs, mais issus de l'immigration, qui peuvent venir un peu de partout pour peupler le Portugal. Mais ce n'est pas ceux-là qui est la diaspora africaine historique. Vous voyez où se situe le problème? Des Blancs, ils arrivent en Afrique du Sud. Vous avez les descendants de Boers, des Boers qui viennent d'Hollande, d'autres qui viennent d'Allemagne. Vous avez les descendants de Huguenots qui viennent de France, qui étaient ici dans le Sud, qui cultivaient et qui avaient déjà une très grande expérience dans le domaine de viticole. Ils ont conservé ça jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez en Afrique du Sud, vous avez des gens qui s'appellent Pierre Alain, des Sud-Africains, qui s'appellent comme celui qui avait été assassiné en 2010, qui s'appelle Eugène Terre-Blanche. Eugène Terre-Blanche, ici, c'est un descendant de Huguenot, qui était le représentant du parti Ku Klux Klan, si vous voulez, l'équivalent du Ku Klux Klan en Afrique du Sud, qui disait que les Noirs ne vont jamais prendre le pouvoir. Et jusqu'en 1994, quand Mandela s'apprêtait à être président, il toquait à la porte tous les jours pour dire ne commettez pas cette erreur. Ils ont fait des attentats, multiplié des attentats en Afrique du Sud, pour dire qu'un Noir ne peut pas diriger, parce qu'ils étaient contre l'arrivée de Mandela au pouvoir, un Noir. Merci, comme les noms comme des Villiers, vous trouvez encore des noms comme ça. Des Papins, vous avez des noms comme ça, qui sont des descendants du Huguenot. Ça fait 2 siècles après l'édit de Nantes, ils se sont rendus en Afrique du Sud. Ils ont créé des villes là-bas. Ils ont perpétué la tradition du vin. Ils ont créé une ville française carrément là-bas, dans la grande commune de Stellenbosch. La ville s'appelle Franschhoek. Vous allez là-bas, vous voyez des gens qui sont descendants de Français. Vous avez par exemple celui qui a été Frédéric de Clercq, qui a été président là-bas. C'est un descendant de Français. Vous voyez? Et jusqu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est un pays, les Français sont passionnés d'Afrique du Sud, ils sont installés là-bas nombreux, issus de l'immigration récente. Mais vous vous demandez comment ils n'ont pas disparu. Ils font encore aujourd'hui les 8% de la population sud-africaine, à peine 8%. Leur langue a été perpétuée, leurs traditions ont été perpétuées, leur monnaie, la monnaie sud-africaine, le rand, ce sont eux qui l'ont mis en place. Il faut juste, Stéphane Menyeko, il faut juste m'écrire inbox, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Ça a été mis en place. Les familles les plus riches aujourd'hui d'Afrique du Sud sont des familles blanches, notamment la famille l'une des familles d'ailleurs, la famille Oppenheimer, c'est l'une des familles les plus riches du monde, la famille Oppenheimer. Donc quand je parlais de Mandela tout à l'heure, il s'était battu pour que toute cette puissance-là, ces grandes familles riches d'Afrique du Sud puissent rester. Ceux-mêmes qui étaient partis en exil sont revenus quand la paix à la fin de l'apartheid, parce qu'il fallait mettre ensemble toutes ces puissances-là pour développer le pays. Et parmi eux, des Juifs qui, à l'époque, étaient menacés. Donc, le souhait de Muammar Kadhafi, c'était de financer Nelson Mandela pour que Mandela élimine tous les Juifs sud-africains. Ce que Mandela, justement, a refusé. Et vous avez des descendants aujourd'hui qui sont des Juifs sud-africains qui sont très riches. Donc, c'est des questions assez passionnantes. On apprend tellement de choses à l'intérieur. Comment ils ont pu se maintenir? Ils prennent tout le contrôle aujourd'hui. Alors que les nôtres, même ceux les plus riches de chez nous, mais pourquoi ils n'ont pas pris les femmes sud-africaines? Non. Or, chez nous, nos footballeurs sont tous avec des blanches. Vous avez nos intellectuels sont tous avec des blanches. Parfois même nos élites traditionnelles aujourd'hui sont avec des blanches. Je ne dis pas qu'être avec des blancs, c'est une mauvaise chose. Hein. Je parle moi-même, la mère de mes enfants, elle est française. Hein. J'ai 2 enfants métis. donc, vous allez bien. Parce que quand je parle comme ça, ils vont tomber sur moi. La dernière fois, ils m'étaient tombés dessus. C'est un raciste. Sans savoir que moi-même,
J'ai 2 enfants métis. Donc quand je vous le dis, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Un matin, vous savez, comme les enfants, les Africains aiment bien utiliser les métis comme, comment dire ça, comme des trophées de guerre, quoi. L'enfant suprême qu'on vante. Il faut savoir que sous d'autres cieux, c'est pas pareil. Vous comprenez? Vous voyez là, la rentrée scolaire, chaque Africain veut venir montrer qu'ils accompagnent l'enfant, on est le papa modèle ou on est la mère modèle, rentrée scolaire, ah oui, les enfants retournent à l'école, on prend les enfants et tout, on fait des photos, on balance sur Facebook. J'ai un ami comme ça, lui, celui-là, il est malade, quoi. Celui qui m'avait appelé une fois pour me dire, j'ai réalisé mon rêve, j'ai l'enfant métis. Partout dans ses photos, l'enfant est là dedans. L'enfant d'autrui souffre. Dans toutes ses vidéos, dans toutes ses photos, c'est cet enfant. Bon, lui, au moins, il a l'excuse que c'est le seul enfant. Il y a un autre qui a connu 3 blanches. Il a fait 3 enfants métis. Mais il a son premier enfant qui est noir. Dans la photo de famille, il a retiré carrément. Et tous les jours, il va de l'autre côté, il fait des photos avec sa fille, tout le monde. Il se présente comme le papa modèle. Mais il a éliminé parmi ses propres enfants son propre fils parce qu'il est noir. Comme le fou qu'on appelle du camé sur les réseaux sociaux. Il a des enfants métis qui présentent tous les jours. Son garçon là, un beau petit garçon pourtant, il a sorti l'enfant de la liste. Je l'ai insulté ici sur la toile pendant des années. Il a osé prendre la photo de l'enfant la dernière fois. Il a mis, oui, voici mon enfant. La honte. Donc, on continue parce que j'aime pas quand on parle des sujets sérieux comme ça. On sort d'un sujet aussi sérieux pour parler des racailles. Vous voyez? Donc, j'ai parlé dans un premier temps du problème des langues au Cameroun. Pour ceux qui sont arrivés après, ils peuvent suivre encore le début du live. L'Afrique du Sud avait pratiquement 11 langues. Il y a en tout 35 langues, mais il y a 11 langues officielles. Et la 12e sera bientôt la langue des signes pour les personnes malentendantes. Vous voyez? Donc, on va prendre un autre point. Donc, j'ai parlé de ça à la page 67. Donc, on va remarquer, comme je disais, c'est un point très important. La capacité, ça peut être des Blancs, la capacité des Arabes à sublimer leur origine. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Je ne dis pas que les Noirs ne le font pas. Mais il y en a très très peu. Mais ils le font quand même. Je vous ai cité en début de live ici, les populations Garifuna par exemple. Les Garifuna ici sont installés dans pratiquement 5 pays. Hein. Guatemala, Belize, dans plusieurs pays des Caraïbes. C'est une population qu'on appelle les populations Garifuna. C'est-à-dire que ce sont des déportés, mais qui, une fois arrivés dans le nouveau monde, ont créé une nouvelle Afrique là-bas, avec la tradition africaine. Ce sont des peuples qui ont résisté à l'esclavage. Merci. Signalez-vous en commentaire, hein, comme ça vous êtes viré directement. Je ne suis pas ici pour être votre camarade. Je fais ce que j'ai à faire. Si vous êtes intéressé, vous restez. Vous n'êtes pas intéressé, vous partez. Je ne viens pas sur ma page raconter des conneries. Donc, vous voyez, ça me fait perdre le fil de l'idée. Donc, je parlais des populations, par exemple, Garifuna, hein, les populations noires de Cuba, les populations, les Matarlos Indios, les populations que les autres Antillais, par exemple, par mépris, appellent les Nègres Congo, les Bouches-Lengues, qui sont des populations de Guadeloupe, de Guinée, de Martinique, de Guyane et tout ce que vous voulez. Les Ngouni, par exemple, de Guyane, qui sont des populations restées authentiquement africaines et qui se sont battues pendant des siècles pour conserver la race. Les mariages étaient strictement interdits. Quand tu épouses une femme venant
d'une autre de la communauté blanche, tu es complètement exclu de la communauté. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été, je ne dis pas que chez nous ça ne se fait pas, ou que toutes nos populations sont décomplexées, mais même d'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui sont des descendants, d'esclaves, des descendants de déportés africains, qui ont tellement d'amour pour l'Afrique que les Africains eux-mêmes qui sont nés et grandis sur le continent. Oui. Beaucoup d'amour. Quand vous voyez le travail, vous lisez les travaux des gens comme les Molefi qui étaient à Santé, le travail de tous ces intellectuels, les Marcus Garvey, c'est des gens qui étaient fous d'amour pour leur peuple, fous d'amour pour l'Afrique et tous ces gens. Il faut que je retourne vraiment dans les choses panafricaines. Les Camerounais commencent à me fatiguer, ces gens-là. Ils sont dans mes oreilles tous les jours. Oh, tellement c'est passionnant. L'Afrique, c'est quelque chose. Donc, je disais, ils ont cette capacité-là à sublimer leur culture. Vous voyez, depuis des siècles, ils ont gardé jalousement leur culture. Les noms sont restés les mêmes, leurs religions les mêmes. Comment on appelle, la gastronomie, l'habillement. Vous voyez, ils ont conservé beaucoup de choses. Ils auraient pu disparaître avec tout ce qui est toutes les populations rencontrées sur place. Vous voyez? Mais ils se sont battus pour se conserver. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Donc, pour le cas de l'Afrique du Sud, je tenais également à saluer les résistances africaines, hein, notamment les 9 guerres Kossa et autres. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est dû à certaines manipulations. Vous voyez souvent parmi nous, il est très facile d'exposer le noir en tant que traître. Mais il est important de rappeler ici que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des traîtres partout. Mais quand eux, ils parlent de leur histoire, ils mettent en avant, ils ont cette sagesse-là, cette dignité-là de mettre toujours en avant leurs héros. Quand tu contactes les Français, non, les Français vont te parler du héros Napoléon Bonaparte, du héros, ils vont parler de Louis XIV, ils vont parler de Charles de Gaulle. Vous voyez? Ils ne vont pas forcément parler de ceux qui avaient collaboré avec les Allemands. Les Français, par exemple, vous ne les entendez pas parler de l'affaire des Boches. C'est le plus gros tabou en France. On n'en parle pas. Le plus gros tabou de ce pays. L'affaire des Boches. Des enfants nés des couples qui se sont formés sur place en France pendant la période d'occupation. Des soldats allemands qui faisaient des enfants avec des Françaises. On les appelle les Boches. Ces enfants-là avaient été rejetés. À beaucoup, on a refusé officiellement, même l'acte de naissance. On a dit, même ça, on ne vous donne pas parce que vous êtes de la trahison. Mais vous n'allez jamais entendre dans les médias français, ils vont parler, même les intellectuels et tout, ils parlent d'autre chose. Ils ne parlent pas de ceux qui, à l'intérieur, avaient trahi. Il y avait des femmes françaises carrément qui étaient passionnées des soldats allemands. Et ils disent, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont grands de taille, comme j'adore. Elles partaient faire des enfants avec, ce n'était pas le fruit des viols. Hein. Je dis, la passion, l'amour, il y a certains qui étaient le fruit de... Elles étaient complètement prises en otage par certains soldats. Mais ça, c'est des sujets, c'est tabou en France. Mais nous, quand nous parlons de nos gens, on dit, ah, Maï Matip a trahi, tel a trahi, tel a trahi, tel a trahi. On parle plus de ceux qui ont trahi les causes chez nous. Du moins, leurs noms sont très connus. Alors qu'ailleurs, il y a eu aussi des traîtres. Pendant qu'on était en train de massacrer les populations juives, non, il y a également des juifs qui ont contribué à ce qu'on arrête leurs propres frères et qu'on les extermine.
Mais quand on parle des Juifs, non, ils vont parler plus des héros juifs. Ils ne vont pas parler de ceux qui ont trahi. Consultez l'histoire de Irène Nemirovsky. Irène Nemirovsky, pendant qu'on arrêtait ses propres frères, écrivait des journaux, elle était directrice de publication, elle écrivait des journaux tous les jours contre leurs frères en espérant être à l'abri. Elle a elle-même fini, je crois, à l'échafaud ou bien dans les flammes. Pourtant, pendant longtemps, elle avait collaboré. C'est comme en France, il y a eu des collabos. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de Pétain en France. Quand vous parlez de Pétain, tu es pétainiste, c'est un problème. Donc c'est à nous de mettre davantage en avant nos héros, ceux-là qui se sont sacrifiés pour nous, plutôt que de mettre en avant ceux qui ont trahi. Ou alors de parler, même si c'est de façon péjorative, vous voyez, de ceux qui ont trahi. Ailleurs, les gens ne fonctionnent pas. C'est ça le problème chez nous. Quand on dit l'esclavage, ah, les Noirs avaient vendu leurs propres enfants. Mais il y a eu également, sous d'autres cieux, j'ai un livre ici, d'Alexandre Skirda, l'esclavage des Blancs, pratiqué par les Occidentaux eux-mêmes. L'ouvrage est quelque part ici, Alexandre Skirda. Ça ne coûte même pas très cher, c'est 20 €, je l'ai acheté. L'ouvrage, il est là. Oh, ça va pas faire tomber mes trucs, j'espère. Alexandre Skirda. C'est ça, là. La traite des Slaves, l'esclavage des Blancs. Les Slaves ici, ce sont bien les populations occidentales. Hein. Les gens qui sont sortis des zones de Croatie et de toutes ces zones de mélange là, d'Europe de l'Est, certaines populations d'Europe de l'Est, de Bulgarie, voilà, des zones comme ça, de Roumanie et autres, qui eux-mêmes ont été esclavagisés dans les parties d'Europe de l'Ouest et qui a continué d'ailleurs jusque dans les années 90 avec le phénomène des prostituées venant des Waka. Il ne faut pas qu'on bloque mon live avec les mots que je prononce là. Les Waka venus d'Ukraine, de Russie et des zones comme ça. Et c'est encore le même combat qui continue avec les Occidentaux de l'Ouest qui considèrent ceux de l'Est comme des populations inférieures, des Slaves, ils les appellent les races de bâtards. Il y a eu aussi des problèmes entre eux. Hein. Comme il y a des gens qui considèrent ceux qui sont de la race des... parce qu'il y a entre eux aussi, hein, il y a des problèmes même de race. Hein. Il y a ceux qui considèrent qu'ils sont de la race aryenne, ceux qui sont blancs, très blancs, qui considèrent les autres comme ceux de la race alpine, comme des races de bâtards. Il y a parmi eux ceux qui considèrent les autres comme... Il y a ce problème partout, hein. Il n'y a pas que chez nous. Donc je ne sais pas pourquoi quand c'est chez nous, on a l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Non, les autres, les problèmes qu'on rencontre en Afrique, on les rencontre aussi ailleurs. Hein. Donc, je vais encore aborder un autre sujet. Bon, je vais toucher un autre point et puis je vais terminer avec, si vous voulez bien, peut-être l'histoire de Jeune Terre Blanche et celle de l'histoire de Kalouchi Mashlango. Je vous invite à regarder ce film-là. C'est un film, vous allez voir le titre, Kalouchi. Vous tapez juste Kalouchi, par exemple, pour ceux qui ont Netflix. C'est un film très intéressant qui retrace l'histoire d'un Sud-Africain qui s'était battu, Mashlango. Page 82. Donc, ils décrivent ici les Trek Boers, ces hommes et femmes qui sont donc natifs d'Afrique du Sud. Il faut rappeler ici que eux, ils préfèrent qu'on les appelle les Africans plutôt que les Boers, parce que Boers ici a un rapport et rappelle, n'est-ce pas, ce passé triste où ils avaient perdu les guerres, ils avaient été mis à mal par les colons anglais. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs guerres en Afrique du Sud entre les Blancs eux-mêmes, à savoir ceux qui étaient anglais et ceux qui les Boers, les descendants d'anglais et les descendants de Boers. Comme je vous disais tout à l'heure, à ne pas confondre la différence entre les Bantoustans. Je vous ai cité les Bantoustans qui avaient été créés
comme le KwaZulu-Natal, le Transkei, avec Justice Matanzima, le KwaZulu-Natal avec Mangosuthu Buthelezi, le Bophuthatswana avec Lucas Mangope, tous ces noms que je vous ai cités, tous ces, voilà. Ça, ce sont des micro-États créés à l'intérieur de l'Afrique du Sud, qui est différent ici des townships, qui sont juste des lieux de ghetto, mais dans des grandes villes sud-africaines blanches, vous voyez, des grandes villes, vous avez Johannesburg, Pretoria, qui vient de Petrus, donc celui qui avait créé la ville de Pretoria, c'est l'un des descendants. Comme la ville de Stellenbosch également, c'est l'un des descendants qui avait d'ailleurs dirigé la grande compagnie de Vok, que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelait Stel, c'est d'où le nom Stellenbosch. Donc, c'est ceux qui vivaient dans ces ghettos-là qu'on appelle les townships et qui allaient travailler en ville dans des quartiers blancs et le soir ils retournaient dans des ghettos africains. Donc, ce sont les townships, ce sont ici des petits ghettos africains, mais dans des grandes villes occidentales ou des villes blanches d'Afrique du Sud. Différents des zones qui étaient reculées, qui étaient occupées par des Noirs, qu'on avait mis en quelque sorte comme des faux présidents, quoi, et qui alimentaient les haines tribales ici, notamment avec l'Inkatha, le mouvement Inkatha Freedom Fighters de Mangosuthu Buthelezi, qui avait monté des factions comme ça, des groupes un peu à gauche, à droite avec des armes et qui affrontaient d'autres Sud-Africains, notamment les Xhosa, les multiples guerres entre les Xhosa et les Zoulous. Et donc, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Là, ça me vient comme ça, je vais le noter pour ne pas oublier. Ça s'appelle la rotation. On va parler de rotation, par exemple, après. Je voulais d'ailleurs faire un live dessus la dernière fois. Je me suis dit, bon, vous voyez comment ils ont fait en Afrique du Sud. Le président actuel, là, qui est en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, c'est un ancien prisonnier politique hein, qui était l'élève de Mandela, qui a connu aussi la case prison et qui a eu ce parcours-là. Cyril Ramaphosa, il est d'une ethnie ultra minoritaire en Afrique du Sud. Il est Venda, mais il est président de l'Afrique du Sud. Comme au Nigeria, par exemple, on avait eu le président Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan n'était ni Igbo, il n'était ni Yoruba, ni Hausa. Il était de l'ethnie ultra minoritaire qu'on appelle les Ijao. Mais demandez-vous comment lui il a fait pour diriger le Nigeria. C'est parce qu'à un moment, il y a des gens qui comprennent que l'intérêt supérieur de la nation prime sur tout le reste. Ils font souvent ce qu'on appelle le système de rotation. Ils se disent, ok, un Ekan en général, bon, un Ekan est resté au pouvoir pendant 43 ans. On peut se retirer. Même si on a des candidats, on sait que les autres vont voir cela comme une sorte de domination des uns sur les autres. Il y a eu un peu le nordiste, disons un nordiste en général, qui a fait 25 ans. Un autre qui est venu là fait 43 ans. On regarde dans d'autres aires culturelles ceux qui ont la compétence pour diriger le pays. C'est comme ça que finalement on fait le tour. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Qu'il soit content ou pas, Ouattara est président. Et à un moment, il va falloir qu'il parte. Qu'on donne la chance aux autres, qu'on fasse tourner. S'il ne le fait pas, ça risque de créer d'autres problèmes. Les Africains sont les seuls totaux dans l'histoire qui n'ont rien compris. Qui n'ont rien compris. On alimente des haines inutiles. L'ancien président du Niger qui avait été déposé là, il était Tamashek. C'est ce qu'on appelle les Mbouzou là, qui sont dans la zone du nord du Niger, qui vont dans la zone du désert. D'une ethnie ultra minoritaire. C'est un berbère. Mais il a été président au Niger. Or, la majeure partie de la population du Niger ne vient pas de cette zone-là. Les gens sont suffisamment intelligents pour désamorcer les tensions. Au Nigeria, il y a les problèmes de rotation. Il y a ce problème-là au Nigeria. Le président actuel, Yoruba, musulman. Vous allez voir qui est le vice-président. La prochaine fois, quand ils vont organiser les élections, on va faire passer quelqu'un, par exemple, qui peut être soit Igbo, soit peut-être qui peut être, qui sera peut-être Hausa, parce que l'ancien
qui était là, c'était un musulman du Nord. Et c'est comme ça qu'ils essayent de... Vous voyez? Ils font un système de rotation pour éviter qu'il y ait des conflits. Parce que le Nigeria a tellement souffert de ces conflits. Vous avez des gens aujourd'hui qui pensent que non, il faut que Biya parte pour laisser Ngongo. Si ce n'est pas Ngongo, un frère du village, le Cameroun doit s'arrêter parce que le frère n'est pas président. Voilà comment on alimente la bêtise. Il faut qu'à un moment, chacun se sente concerné. Et ce qui crée les problèmes dans les pays, c'est parce qu'on a rejeté les autres. C'est parce qu'on a rejeté les autres. Et c'est justement ça. Et quand je vois les gens s'agiter aujourd'hui, ils ne savent pas que demain, pour qu'un Écan revienne au pouvoir, ils auront besoin des votes des autres tribus qui sont en train de mépriser aujourd'hui. C'est tellement drôle. Hein? Je vous dis, Cyril Ramaphosa, pour rester sur l'Afrique du Sud, il est Venda. Je crois que j'ai pris quelques exemples là. Donc les populations ici, comment ils arrivent à s'adapter? Je disais, définissent une nouvelle identité blanche sud-africaine. Les provinces unies pour les uns, la France, les pays scandinaves ou l'Allemagne pour d'autres deviennent des lieux mythiques qu'ils ne connaîtront sans doute jamais. Isolés dans la région du Carreau, qui en Khoikhoi signifie pays de la soif, ils se forgent une identité de colons qui doivent survivre dans un milieu hostile. Je vous parlais des gens, quand les Blancs, la minorité blanche qui aujourd'hui possède 78% des terres, alors qu'ils sont seulement à peine 8% de la population, qui possèdent pratiquement toutes les richesses du pays. Il faut savoir que la monnaie sud-africaine, même la monnaie appartient à la minorité blanche. L'eau, l'électricité, pratiquement une bonne partie des richesses du pays. Ça appartient à la minorité blanche. Ça fait partie des choses qu'on reproche à Nelson Mandela, parce que Mandela, avec son aura, aurait pu se battre pour récupérer quand même un certain nombre de positions, de richesses et redistribuer aux populations. Pendant que Mandela était en vie, pendant que Mandela était au pouvoir, je vous parlais des fameux hôtels Emoya and Spa, vous pouvez taper sur YouTube, où des Blancs tellement riches s'ennuient dans le milieu des riches qu'ils ont envie d'aller dans des quartiers pauvres pour découvrir c'est quoi la richesse. Et ils ont créé donc des hôtels Emoya and Spa, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de tôle, on colle ici, on prend un morceau de bois, on met par là. Les maisons Gankong du pays, là, à Vromark près, avec des roues qu'on met pour soutenir une tôle. C'est vieux comme ça, avec une petite lampe au milieu. Pas de lit, des petits trucs en bambou qu'on met au sol comme ça. La nuit coûte 3000 €. 3000 €, voire 3500 €. Les gens sortent des quartiers très riches. Ils vont là-bas dormir pour avoir cette expérience-là de savoir, mais c'est quoi la pauvreté en fait? C'est quoi vivre dans un township? C'est des hôtels de luxe. Les hôtels Emoya and Spa. Et ça a été créé quand Mandela était président. Vous comprenez? Ça a été créé, Mandela était président et il a laissé passer une telle chose en Afrique du Sud. Dimitrios Tsafenda, qui avait pris un couteau en pleine séance parlementaire, en pleine session parlementaire et qui avait poignardé Verwet, qui était le père de l'apartheid en Afrique du Sud, un blanc fou, raciste. Il était mort suite à ses blessures et autres. Il est resté en prison pendant près de 40 ans. Jusqu'en 1999, il est mort. Mandela était encore au pouvoir. Et Mandela avait pris le pouvoir en 1994. Par un simple décret, il aurait pu le libérer. Mandela ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas un être humain parfait. Il a eu également ses erreurs. Hein. Il a eu ses errements. Il a pris sa propre femme, Winnie Mandela, qu'il a mis comme vice-ministre au ministère de la Culture. Au bout de 6 mois, on l'a virée parce qu'elle avait détourné de l'argent. Donc, ce ne sont pas des personnes parfaites. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud qu'on en accuse Winnie Mandela. Winnie Mandela, en 1988, quand Ruud Gullit devient ballon d'or, le Hollandais qui joue au Milan AC, il est ballon d'or 88, il prend l'argent et puis il envoie tous ses primes et tout, il envoie pour soutenir la lutte en Afrique du Sud. Ça tombe dans l'association dirigée par Winnie et puis elle s'assoit dessus, comme on dit, l'association Nelson Mandela.
il y a eu des accusations par le passé. Il y a eu son lien avec le prêtre Léo Rakale, ses relations parfois, voilà, son mari était en prison. Hein. Il fallait bien qu'au bout d'un moment, qu'elle se rince de temps en temps. Donc ici, ça démontre la force, la capacité d'un peuple à s'adapter en territoire hostile. Comment ils ont fait dans une Afrique du Sud où il y avait absence d'eau, absence de nourriture, absence de soins en cas de maladie, des animaux sauvages, des peuplades qui étaient hostiles, le climat peu adapté. Comment cette minorité blanche a fait pour survivre en zone étrangère? Ah, c'est puissant. Et c'est des gens résilients. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a une résilience derrière. Ils sont devenus des tout-puissants aujourd'hui en Afrique du Sud, alors qu'ils sont arrivés comme ils étaient minoritaires, ils sont arrivés comme des populations, voilà, pauvres, hein, qui se débrouillaient pour s'en sortir. C'est le même phénomène. Et quand je parle d'Afrique du Sud ici, c'est pas que l'Afrique du Sud, hein, c'est dans la zone de l'Afrique australe en général. Au Zimbabwe, c'est pareil, hein, il y a une minorité blanche au Zimbabwe. Pour ceux qui regardent le football, il y a eu une époque d'un grand gardien de but là-bas qui s'appelait Bruce Gobela, qui était zimbabwéen. Il est blanc, hein, comme l'équipe nationale également. Jusqu'à aujourd'hui, il trouvait encore des blancs. L'équipe de rugby de Namibie, il n'y a que des blancs qui sont des descendants d'Allemands, des colons allemands. Ils sont plus de 30 à 35 000. Ils sont installés là-bas depuis au moins 5 siècles. Et ce sont eux, plus d'un siècle. Ce sont eux qui ont été à l'origine du tout premier génocide du XXe siècle, entre 1904 et 1911, le génocide des Nama et des Herero, par les descendants blancs. Et ils sont toujours installés en Afrique du Sud. Je vais dire installés en Namibie. Et ce sont eux qui possèdent la plupart des terres. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui possède 12 fois des terres qui font 12 fois la superficie de Berlin, multiplié par 12. Et ces terres-là appartiennent à qui? Appartiennent à la minorité blanche, descendants de colons allemands. Ils sont encore jusqu'aujourd'hui en Namibie. Ce sont eux qui ont imposé une bonne partie de leur culture. Ils ont des villes carrément allemandes, avec l'architecture allemande, l'auto-école allemande, l'écriture, si vous voulez, la nourriture, les danses, les chants. Vous voyez que l'équipe de rugby, là, quand ils vont Namibia, yes, c'est des descendants c'est des costauds allemands, là. Ils sont là depuis. Ils sont encore 30-35 000, ils se sont maintenus. C'est le cas au Zimbabwe. L'ancien président zimbabwéen, le premier ministre, il s'appelait Ian Smith. C'était un descendant de colons anglais. Il est mort il y a quelques décennies. Il est mort, oui. Quelques décennies. Il avait été président, premier ministre à l'époque, c'était premier ministre au Zimbabwe. Pendant très longtemps, il est resté premier ministre. Il est resté premier ministre. Et il avait une chemise, il avait sa veste là qu'il avait accrochée au palais. Et il avait dit que le jour qu'il partira, cette chemise serait à même de mieux diriger le Zimbabwe que les Noirs. Tellement raciste, un fou, Ian Smith. Et quand il a perdu le pouvoir, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Canaan Banana. Il y a eu, après tout le truc là, hein, les accords de Lancaster House et tout ce qui s'est passé au Zimbabwe, et les différentes attaques d'ailleurs, les différents massacres, hein, parce que l'oncle Bob avait été impliqué dans ce massacre-là dans le Matebeleland. Parce qu'il était en conflit avec Joshua Nkomo. Et ça a abouti pratiquement au massacre de 26 000 Zimbabwéens qui étaient de l'ethnie de Joshua Nkomo. Quand Mugabe prend le pouvoir, il dit qu'il va l'assassiner, il va faire ceci. Non, non, non. Jusqu'à la fin de sa vie, Ian Smith, un blanc, est mort paisiblement. Il n'avait jamais été inquiété par la justice et tous les mois, il percevait son salaire d'ancien président. Et il y a également des problèmes de réforme, des problèmes de terre en Afrique du Sud. Au Zimbabwe, je vais dire comme en Afrique du Sud.
il y a eu des réformes sur seulement à peine 12% des terres au Zimbabwe. Donc, on apprend tellement de ces choses-là. C'est très intéressant. Mais bon, les lives comme ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Je sais que si j'avais commencé à crier, je peux faire des lives comme ça tous les jours. Tous les jours. Mais après, ça n'intéresse pas tant de gens que ça. Même souvent ceux qui sont assis et qui disent ouais c'est bien, merci. Mais quand tu dis partager, même partager, ils ne partagent pas. Tu vas aller sur leur page, tu vas voir comment ils ont partagé les trucs de Congo ça. Voilà comment je contribue, n'est-ce pas, à l'éveil de ma communauté à mon petit niveau. Donc il y a parmi les facteurs qui ont accéléré ici le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a les luttes internes des Noirs, les luttes menées par les Noirs eux-mêmes. Il y a le rôle de l'ONU, il y a la chute du mur de Berlin en 89, il y a l'effondrement de l'URSS, l'arrivée, n'est-ce pas, de Frédéric Leclerc qui a joué un rôle très important dans la négociation avec, évidemment, Nelson Mandela. C'est pour ça que les deux ont été prix Nobel de la paix. Voilà, donc on estime aujourd'hui pratiquement à 20 à 25 000 selon les sources. Mais il faut rappeler que dans ces morts-là, parmi tous ces morts-là, on compte beaucoup de Noirs qui sont morts pas parce qu'ils se battaient contre les Blancs sud-africains, mais parce qu'ils se battaient entre eux les Noirs. Les luttes entre les Xhosa et les Zoulous, les luttes entre les Zoulous eux-mêmes, les luttes avec les Blancs et tout ce que ça a donné. Et pendant ce temps, n'oubliez jamais, il y avait des Blancs qui luttaient tous les jours pour la cause noire, pour la justice. Je vous ai déjà parlé de ça dans l'autre live. Vous voyez, vous pouvez retrouver ça sur ma page Facebook encore. Mais sur TikTok, là, je crois que sur TikTok, on ne conserve pas les... Je ne connais rien sur TikTok, hein. Je vous le dis tout le temps. Il y a souvent, je vois un live intéressant sur TikTok, j'ai dit, j'ai envie de le suivre. J'ai envie de le suivre, en fait. Mais je ne parviens pas, je crois que tout ça s'efface après. Donc, voilà. C'est pour ça que je conserve mes lives sur Facebook. Et même sur Facebook aujourd'hui, Facebook conserve seulement pendant un mois et supprime après. Donc, ça ne me dérange pas que les gens conservent mes lives quelque part. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pendant que je suis en train de faire le live, ils sont en train de retélécharger, ils mettent sur leur page monétisée. Si ça peut permettre de diffuser le savoir, diffuser les connaissances, ça ne me dérange pas. Des fois même, je vais prendre mes propres vidéos. Dès que je vais toucher, on me dit les droits d'auteur parce que quelqu'un a déjà récupéré. Donc, j'étais en train de dire que malheureusement, il faut éviter donc ces problèmes de tribalisme. Pourquoi? Parce que ça ramène des conflits entre nous. Et donc, il y a finalement eu plus de morts en Afrique du Sud entre Noirs. Et je vous parlais ici des Blancs qui se battaient auprès des Noirs, comme les Ruth First, les Breitenbach, qui est mort récemment. C'était encore, en quelque sorte, c'était un poète, un intellectuel, qui, un peu comme à l'époque des Lumières en Europe, pendant qu'il y avait l'époque des Lumières en France, prenons l'exemple, quand il y avait l'esclavage, il y avait quand même cette classe intellectuelle qui s'était levée pour s'opposer à cela. Même si parmi eux, il y avait ceux encore qui investissaient leur argent dans l'esclavage, notamment les Voltaire, notamment ceux qui avaient créé la société des Amis des Noirs, soi-disant amis des Noirs, mais qui en même temps étaient dans une sorte de complicité et voulaient la libération progressive, pas de façon brutale, mais ils souhaitaient que les Noirs soient conservés dans les plantations pour perpétuer l'esclavage et qu'ils soient libérés progressivement. Et d'ailleurs, certains avaient versé dans l'esclavage. La Société des Amis des Noirs, je crois, c'était été créée en 1788 par Jacques-Pierre Brissot et Étienne Clavière, les deux, voilà. Donc, c'est celui qui en Afrique du Sud a créé, n'est-ce pas, en quelque sorte l'équivalent qui luttait contre, n'est-ce pas, c'est l'apartheid. Et c'était un blanc. Il est mort, il habitait ici, il était marié à une femme vietnamienne d'origine, une française d'origine vietnamienne, qui vivait ici à Saint-Ouen, à mairie de Saint-Ouen là. À un moment, il était même à Port de Clignancourt. Breitenbach, il est mort récemment. C'était des blancs sud-africains qui se battaient contre l'apartheid.
au même titre que les Ruth First, au même titre que je vous ai cité les Bram Fischer, les Joe Slovo. Ils sont nombreux comme ça qui s'étaient battus. Les Albi, je crois, Albi Sachs et tout, ils sont nombreux. Joe Slovo et tous ces gens-là que j'ai cités, ils sont nombreux. Donc, je parlais de la rotation ici, mais je ne veux pas insister dessus. Je crois que j'en ai parlé. Je vais terminer avec l'histoire de Eugène Terre Blanche. En Afrique du Sud, il est assassiné en 2010, juste quelques mois pendant je crois que c'était pendant la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, parce que c'était un événement quand même, un très grand événement. Et il fallait profiter de ce moment-là pour l'éliminer, parce que c'est quelqu'un il a beaucoup menacé les gens en Afrique du Sud. Et donc, un jour, il sera éliminé physiquement, utilisons ça comme ça, par Machlangu, Chris Machlangu, qui au même moment est le petit Patrick Ndolovu, mineur qui va se retrouver au même endroit à l'époque avec Chris Machlangu. Et donc, Chris Machlangu ici, c'est quelqu'un, dit-on, infiltré par le service de l'ANC, parce que ce gars était d'une dangerosité. Hein. Il était dangereux, ce mec-là, Eugène Terre Blanche. C'était un raciste, c'était un costaud comme ça, grand de taille, un descendant de Français, Huguenot. Et donc, c'est ceux-là qui portaient les armes en Afrique du Sud, qui menaçaient les gens en pleine journée, qui éliminaient physiquement plein de Noirs. Il y avait même d'ailleurs dans sa cour, il s'amusait à sauter des têtes comme ça, et en même temps, il travaillait avec des Noirs. Et d'après ce qui se dit autour, c'est que Chris Machlangu n'était pas tout simplement quelqu'un qui allait travailler chez Eugène Terre Blanche. C'est quelqu'un qui avait été envoyé par les services secrets de l'ANC, qui avait infiltré Eugène Terre Blanche. Il est venu demander du travail, à travailler chez lui comme domestique, quoi. Et donc, il nettoyait les gazons, parfois il accompagnait, il assistait à la cuisine, il faisait des choses, quoi. Et puis, il a pris le temps d'étudier ses habitudes. Eugène Terre Blanche avait l'habitude de dormir souvent, il faisait sa petite sieste, et la porte forcément n'était pas ouverte tout le temps. Il a observé. Et un jour, il s'est dit, ok, je vais finir avec lui. Donc, parfois, il y a deux versions sur cette histoire. Lui, il avait pris la machette, il a bien limé, et il a, pendant que Eugène Terre Blanche était en train de dormir, il a sauté sa tête. Il est venu comme ça avec un nyamla bien limé, il a coupé la tête. Et il a tenté de s'enfuir, il a été arrêté après. Et au même moment, malheureusement, il était avec le petit Patrick Ndolovu, qui est entré dans l'histoire comme, il avait été cité au départ comme complice, mais ça n'a pas été avéré, voilà, on l'a libéré tout simplement. Il était mineur d'ailleurs à l'époque. Et Chris Machlangu ici va dire que non, il était régulièrement violé par lui. Eugène Terre Blanche, c'était quelqu'un, c'était complètement un fou qui poignardait les gens. Il détestait tellement les Noirs que voilà quoi. Et beaucoup de Noirs se sont levés en Afrique du Sud. Ils ont salué, n'est-ce pas, ce Kilam-là et tout. Ils étaient tellement contents. Donc, Chris Machlangu ici, envoyé par ces services secrets qui va infiltrer. Et après, il sera mis en prison, exfiltré par les mêmes services secrets en Zambie et d'autres pays africains où il va aller se reposer pendant un bon moment. Donc, en même temps, il y a une vengeance à l'intérieur, une vengeance, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, et notamment de l'apartheid, son frère avait été assassiné et sa mère lui avait dit qu'il fallait qu'il se batte pour venger tôt ou tard son frère. L'histoire de Chris Machlangu, vous pouvez tout simplement consulter, c'est très intéressant. Il y a le film dont je vous parlais tout à l'heure, le film de Kalouchi, Salomon Kalouchi, Machlangu. C'est très intéressant également, vous pouvez regarder ça sur Netflix. C'est un film très intéressant. What is your name? Il est accusé jusqu'à la dernière minute, il est pendu. My name is Salomon Kalouchi Machlangu. Donc voilà comment Eugène Terre Blanche sera éliminé. Et c'était lui le boss,
Je vous disais tout à l'heure de la version Ku Klux Klan de l'Afrique du Sud. Voilà, Eugène Terre-Blanche. Il était un descendant de Français huguenots. Vous voyez, malgré des siècles, ils ont conservé leur nom. Et c'était en pleine période de la Coupe du Monde. Il y a eu la diversion. L'histoire n'a pas fait grand bruit parce que tout le monde était concentré sur la Coupe du Monde. Et Mandela va mourir 3 ans après. C'était une belle époque. Il a été président. Il a vu la Coupe du Monde. D'abord, la Coupe du Monde de rugby organisée en Afrique du Sud. Gagnée par l'Afrique du Sud. Il a vu la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée sur son sol en 1996. Gagnée par l'Afrique du Sud avec les Mark Fish, les Dr Kumalo et toute la grande équipe de l'époque. Et en plus encore, il va vivre la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, avant de partir. Chapeau. Respect, le grand Mandela, pour tout ce qu'il a accompli. Les quelques racailles qui n'ont jamais dépensé, qui n'ont jamais passé une semaine de leur vie en cellule, sont sur les réseaux sociaux pour parler mal de Mandela. Qui êtes-vous? Vous avez déjà sacrifié quoi dans vos vies pour votre pays? Pour oser parler de Mandela comme si c'était votre camarade. L'une des plus grandes figures de l'histoire. Donc, voilà. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbongbon, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. J'espère que vous avez partagé massivement. Je finis souvent comme ça, je parle, je vois, il y a seulement 30 partages, 40 partages. Vous devez faire dans ce genre de live 50, 160 en montant.